Bonjour à tous, on va commencer. Je coupe mon téléphone. Bienvenue au 139. Je vois beaucoup de têtes connues ici et je me demande s'il est utile de rappeler ce qu'est le 139, puisqu'à force, une fois par mois, d'entendre le 139, ça doit rentrer. Mais peut-être juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas, malgré tout, le 139. On est ici dans le siège social de Logé-aux-Seines. C'est un lieu particulier, c'est un lieu qui a pour objet de penser l'habitat de demain sur l'axe Seine. Et dans ce cadre-là, on organise des événements, des conférences, des travaux qui nous permettent d'enrichir la réflexion autour de la thématique de l'habitat. Et s'il y a bien quelque chose qui est lié à l'habitat, c'est la mobilité. C'est vraiment intrinsèque à l'urbanisme, à la ville, puisque derrière la ville, c'est la concentration des individus, des activités, et donc des flux entre tout ça. Et un des outils bien connus de la mobilité, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est le train. Au Havre, on est clairement en bout de ligne, on est au bout du monde. Le train qui vient de Paris, il y a une ligne, une radiale, comme vous dites. On en a fait tous l'expérience de ce Paris-Rouen-Le Havre. Et peut-être pour commencer, de dire cette expérience, qu'elle est plus ou moins heureuse, plus ou moins réussie, ça dépend. En tous les cas, de rappeler qu'au XIXe siècle, milieu du XIXe siècle, le Paris-Rouen-Le Havre, on mettait 5 heures, 4h20 quand on prenait l'Express. En 1976, 1h45. Et aujourd'hui, vous connaissez le temps de trajet. C'est une bizarrerie. Et cette bizarrerie, je vous propose d'essayer de la comprendre. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Pierre-Henri Emengard pour nous parler de tout ça. Pierre-Henri, vous êtes un grand spécialiste du train en Normandie. Vous êtes docteur de l'École nationale des ponts et chaussées en aménagement et urbanisme, chercheur associé au laboratoire CNRS-ID de l'Université du Havre et ancien journaliste à La Vie du Rail. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. C'est cela même, oui. Alors, Pierre-Henri, vous avez coordonné la publication, et là je fais un petit peu de pub, du dernier numéro d'Études normandes qui s'intitule « Le train en Normandie ». On est en plein dans le sujet. Je rappelle juste que ce numéro est disponible à la Galerne pour ceux qui sont intéressés et qui veulent aller un petit peu plus loin. Au prix très attractif de 9,90 €. Alors, rentrons dans le sujet. La ligne Paris-Rouen-Le Havre, qu'on appelait la ligne le Paris-La Mer, hein, on parlait à l'époque des trains de plaisir, j'ai lu ça dans le numéro, a été ouverte le 6 août 1848. C'est le début d'une histoire ferroviaire intense, en particulier avec cette région qu'est la Normandie. Oui, à l'époque, le chemin de fer a servi la Normandie du fait de sa proximité avec Paris et des liaisons importantes qu'il y avait à établir aussi bien pour les voyageurs que pour le fret, hein, notamment toutes les productions agricoles qui alimentaient l'agglomération parisienne, où la région Normandie s'était spécialisée, aussi bien en élevage qu'en produits agricoles, de culture. Et inversement, en retour, le chemin de fer a été pionnier pour la Normandie. C'est Paris-Rouen-Le Havre, c'est la première radiale, hein, la grande ligne qui est établie en France en 1847-48, avant même les autres, avant même Paris-Lyon, avant même Paris-Lille, voilà, ou Paris-Strasbourg, et puis Paris-Nantes ou Paris-Rennes. Donc véritablement, il y avait à l'époque que l'ébauche de lignes de chemin de fer minier et puis quelques débuts de Paris d'Orléans, par exemple. Et Paris-Rouen-Le Havre, c'est la ligne en pointe, d'ailleurs construite avec des capitaux et une technicité apportée par les Anglais qui ont été pionniers en la matière du chemin de fer, puisque cette année, on va pouvoir célébrer le 200e anniversaire du premier chemin de fer dans le monde en 1825 entre Stockton et Darlington en Angleterre. Et donc c'est la technique anglaise qui a été appliquée à la construction de Paris-Rouen-Le Havre.
À l'époque, on était sur des locomotives encore à vapeur. Oui, oui, bien sûr. Au départ, d'ailleurs, c'est le début des locomotives à vapeur, remplaçant la traction chevaline, hippomobile, qui préexistait auparavant dans les chemins de fer miniers pour évacuer le charbon. Alors petit à petit, le réseau ferroviaire s'est intensifié, notamment au XXe siècle, avec l'électrification, la multiplication des lignes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de cette évolution au cours du début du XXe siècle déjà? Oui, alors la région normande est en pointe et elle va le rester jusqu'à la fin des 30 Glorieux, jusqu'au premier choc pétrolier à peu près 73-74. Successivement, il y a des améliorations qui vont être apportées spécifiquement dans la première moitié du XXe siècle, dans l'amélioration de la traction vapeur, bien sûr, avec la présence de Raoul Dautry, qui était un directeur émérite et mythique même du réseau de l'Ouest-État, qui a introduit les autorails, aussi bien pour les liaisons régionales que pour les liaisons rapides. Au milieu des années 30, on faisait déjà Paris-Rouen-Le Havre en 2 heures avec des autorails Bugatti. Des nouveaux matériels, les trains transatlantiques, la modernisation des gares, celle du Havre en 1932. Il y a donc eu toute une série d'améliorations dans l'entre-deux-guerres, qui fait placer le réseau toujours en pointe, et singulièrement la ligne Paris-Rouen-Le Havre, qui était de toutes les lignes de l'Ouest-État la plus prestigieuse et la plus pilote, en quelque sorte. Ça s'est continué avec les turbotrains en 1970, qui, eux, ont circulé sur Paris qu'en Cherbourg, qui ont représenté un saut technologique important permettant, pour des lignes moyennes, d'être desservies à grande vitesse avec une grande fréquence. Et puis, ça a culminé pour Paris-Rouen-Le Havre avec l'électrification Paris-Rouen-Le Havre, donc en 1967. Le turbotrain, c'est 1900, vous l'avez dit, dans les années 70, 1970, qui reliait Paris à Caen et Cherbourg. Qu'est-ce que c'était le turbotrain? Alors le turbotrain, c'est un matériel automoteur qui, au lieu d'être tracté par un moteur diesel, on installe des turbines d'hélicoptère dedans, qui sont très puissantes. Elles sont aussi très sonores et très gourmandes en carburant. Et ça permet donc de faire circuler à grande vitesse, jusqu'à 160-200 km/h environ, du matériel articulé de 4 à 6 caisses. C'est ce qui a été choisi en 2 temps. Il y a eu 2 générations de turbotrains, un en 70 et l'autre en 73-74, qui ont circulé sur Paris-Caen-Cherbourg, qui ont également établi des liaisons transversales. Ils ont circulé sur Caen-Tours. Et on peut dire qu'à cette époque, la Normandie était vraiment un territoire d'innovation sur les sujets ferroviaires. Tout à fait, tout à fait. Sur bien des aspects, aussi bien marchandises que voyageurs, aussi bien en traction électrique qu'en traction thermique, donc avec ces fameux turbotrains. Le 26 février 1981, vous connaissez la date, la rame de TGV numéro 16 établit le record du monde de vitesse ferroviaire à 380 km/h. C'est une grande réussite nationale, mais c'est en même temps le début d'une petite mort pour le train normand. Oui, parce que ça va être un déclassement relatif. Ça va entraîner un déclassement relatif de la radiale et de toutes les lignes ferroviaires normandes. C'est-à-dire on entre dans l'ère du TGV, qui au départ, on ne sait pas trop d'ailleurs si le TGV va avoir un impact fort ou faible. C'était un sujet très controversé. La décision de la construction de la première ligne de TGV ne s'est pas faite facilement, elle s'est faite dans la douleur. Il extrémise d'ailleurs lors des derniers comités interministériels de 1974 de Pompidou, avec le contexte du choc pétrolier de 1973 qui a fait basculer la décision. Et puis c'est une surprise plutôt agréable, inattendue par l'ampleur du transfert modal que la ligne de TGV et la desserte TGV sur Paris-Lyon entraînent. L'avion est très très fortement concurrencé sur Paris-Lyon et perd des parts de marché spectaculairement. Et ça va lancer une dynamique donc, de construction de lignes TGV qui va se tendre sur le territoire progressivement, avec le TGV Atlantique pour toute la façade atlantique, le TGV Nord pour Lille et puis la liaison avec le tunnel sous la Manche et le prolongement sur Bruxelles et Amsterdam. Également, donc, après le prolongement du TGV Sud-Est jusqu'à Marseille, la création du TGV Est, le prolongement du TGV jusqu'à Bordeaux. Donc on a toute une dynamique de liaison TGV qui fait que la SNCF va avoir comme stratégique unique le tout TGV.
Peut-être faire un petit point sur les vitesses. Le TGV, à partir de quand on est à très grande vitesse, grande vitesse, savoir un peu où on se situe dans la galaxie. Oui, c'est tout à fait intéressant parce que c'est un des enjeux par rapport à Paris-Rouen-Le Havre. Donc, vous avez 3 domaines. La vitesse ordinaire du ferroviaire, le plafond maximum, c'est 160 km/h. C'est la vitesse qui est pratiquée actuellement sur la radiale de Paris-Rouen-Le Havre. Si vous passez le plafond de 160 km/h, vous entrez dans le domaine de la grande vitesse. Et il faut modifier le système de signalisation parce que les distances de freinage des trains sont plus grandes et en même temps, il faut éliminer le risque de collision avec un sanglier ou avec une vache laitière qui viendrait se promener sur la voie ferrée. Donc il faut supprimer les passages à niveau et clôturer la voie ferrée. Et vous montez comme ça jusqu'à 220-250 km/h de vitesse limite. Si vous dépassez 250 km/h de vitesse limite, vous entrez dans le domaine à ce moment-là de la très grande vitesse. Et pour pratiquer la très grande vitesse, il faut une ligne nouvelle. Pour pratiquer la grande vitesse, on peut le faire sur une ligne classique. On peut monter sur une ligne classique, y compris potentiellement sur Paris-Rouen-Le Havre. Si la ligne est rectiligne, ce qui est le cas de Motteville à Bréauté-Beuzille, on roule actuellement à 160 km/h. On pourrait, en éliminant le passage à niveau et en clôturant simplement la plateforme, l'emprise ferroviaire, monter à 220 km/h. C'est la vitesse qui est pratiquée sur la ligne classique, par exemple, entre Paris et Nantes, au-delà de la section TGV du Mans, entre Le Mans, Angers et Nantes. On roule des TGV sur ligne classique existante, comparable à celle de Paris-Rouen-Le Havre, roule à 220 km/h. Donc on a ces 3 niveaux de vitesse, avec les 2 niveaux de grande vitesse, 160, 250, 220, 250, et au-dessus de 250, jusqu'à 320. Les TGV les plus rapides actuellement sur le TGVS roulent à 320 km/h de vitesse limite. Ce qui vous donne en moyenne commerciale 200 km/h, 200 km/h. Donc 400 km Paris-Lyon, 2 heures, moins de 2 heures, 1h50. En 2009, dans le cadre du Grand Paris, porté par Nicolas Sarkozy, on annonce, ou en tout cas on voit dans la presse, que bientôt, Paris-Le Havre, ça sera possible en 1h15 avec une nouvelle ligne de TGV. Oui, en 2020. On y est tout proche. Qu'est-ce qui s'est passé C'est demain, 2020. Qu'est-ce qu'on a loupé Est-ce que c'est une question de distance? Pourtant, si on regarde une métropole comme Lille, c'est un peu plus loin, mais ça reste dans les mêmes proportions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, Lille, bien sûr, c'est la frontière. C'est la métropole en limite du territoire national. C'est à 200 km de Paris, comme Le Havre, 228 km Paris-Le Havre. Bon, seulement, il y a 2 différences qui va permettre d'introduire justement la conclusion qu'on ne peut pas envisager pour Paris-Rouen-Le Havre une ligne nouvelle à très grande vitesse comme on l'a fait pour Lille. Lille, c'est une conurbation d'1 million d'habitants. Et au-delà de Lille, vous avez Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, tous les Pays-Bas. Vous avez une autre branche derrière, c'est le tunnel sous la Manche et Paris-Londres, puisque les Paris-Londres passent par Lille. Donc en fait, les 2 facteurs fondamentaux qui manquent à la Normandie et singulièrement à Paris-Rouen-Le Havre, c'est d'une part l'importance démographique, le poids démographique. Ce n'est pas bien sûr négligeable, 250, 300 000 habitants dans une agglomération, mais ce n'est pas suffisant. Et surtout, ce qui manque, c'est au-delà, un arrière-pays à continuer à desservir sur lequel la très grande vitesse peut donner dans toute son ampleur l'impact qu'elle a potentiellement en reprenant des parts de marché prioritairement au rail et secondairement à la route, car le gain de temps par rapport à un trajet autoroutier en automobile, s'il est en valeur relative de même ordre, aussi bien pour un trajet de 200 km/h que pour un trajet de 400, 500, 600 km, en gain de temps en valeur absolue n'est pas le même. Si on gagne 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas important. Si on gagne une demi-heure à 1 heure sur 600 km, là ça commence et on peut reprendre des parts de marché. Donc ce qui manque à la Normandie et singulièrement à Paris-Rouen-Le Havre, c'est l'arrière-pays qui fait que l'investissement important, ça coûte très cher une ligne nouvelle, au minimum 30 millions d'euros du kilomètre, et si vous la construisez en souterrain, on passe à 90 millions d'euros du kilomètre à peu près.
Eh bien, ce qui justifie cet investissement très important, c'est les gains potentiels de trafic qu'il est possible de récupérer grâce au passage à la grande vitesse. Arrière-pays qui existait avant l'avion, puisqu'il y avait New York derrière et Oui. qu'on allait au Havre pour Bien embarquer. sûr, sur les paquebots, aussi bien à Cherbourg qu'au Havre, tout à fait. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, comme vous l'indiquiez, eh bien, malheureusement, c'est un peu un cul-de-sac, même si, au-delà de la Manche, on a la Grande-Bretagne en face. Alors, pas de TGV, mais peut-être une LGV. Et derrière, c'est le projet dont peut serpent de mer de la LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie. Est-ce que pour qu'on soit tous au clair, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que la LNPN? Oui, tout à fait. Alors, c'est la ligne nouvelle Paris-Normandie. Alors, pour expliquer ce qu'est la LNPN, on peut peut-être faire un petit retour en arrière pour expliquer, parce que c'est un des facteurs qui explique qu'on soit un peu dans une impasse actuellement. Il faut bien savoir que dès 1991, suite au succès du TGV Atlantique et puis des TGV Sud-Est, il y a eu un schéma national des lignes TGV, des lignes nouvelles à très grande vitesse, qui a été adopté. Et dans ce schéma régional, national, il était prévu une ligne normande, qui n'a pas vu le jour pour les raisons que j'ai indiquées. Et ne voyant pas le jour, donc, il y a eu une série de projets successifs qui ont été présentés, où on a essayé de dire on va essayer quand même de faire une ligne nouvelle. Et c'est là qu'a émergé l'idée que on va construire une ligne nouvelle, mais on ne va pas viser la très très grande vitesse, on va pas viser la très grande vitesse, on va viser plutôt une vitesse de 200 à 250 km/h. Bon. Ces projets n'ont pas été très coûteux, néanmoins, parce qu'on a essayé de les raccorder à une liaison sur Roissy simultanément. Et au départ de Mantes ou de la Défense sur Roissy, là on entre en territoire urbain sur Paris, et donc ça doit coûter très cher, et donc il n'y a pas eu de financement. Et donc, suite à l'annonce tonitruante de Sarkozy en 2020, une LGV en 1h15, il y a eu une reprise des études et on a débouché cette fois-ci sur le concept de ligne nouvelle Paris-Normandie, visant d'emblée non pas une ligne à très grande vitesse, mais une ligne à 200, 220 km/h seulement, voire 250, avec éventuellement du matériel pendulaire. Et les études sont parties là-dessus. Mais elles ont quand même conservé, héritage du passé, l'idée de faire une ligne de bout en bout, ou au moins de Paris à Au-de-la-Drouin et de Paris à Bernay ou Lisieux en ce qui concerne, puisqu'il y a un tronc commun de Paris à Mantes pour Cherbourg et pour Le Havre. Donc ces études ont débouché sur 3 scénarios qui ont été discutés vers 2010, 2011, 2012. Alternatifs, grosso modo entre 10 et 15 milliards d'euros. Et un des scénarios a été choisi et les études sont parties là-dessus, sur une ligne nouvelle jusqu'au-delà de Rouen et jusqu'à Bernay ou Lisieux, avec un scénario intermédiaire permettant de desservir à la fois Évreux et Rouen de façon correcte, avec également une tentative d'améliorer les relations entre Rouen et Caen. Ce qui fait qu'au total, en choisissant un scénario intermédiaire donnant plusieurs objectifs, on voit qu'il y a une certaine dispersion, malheureusement, eh bien, on atteignait un montant de 10 à 15 millions. Alors après ça, c'est ça le projet LNPN. Hein. Une ligne nouvelle à 200-250 km/h de Paris jusqu'au-delà de Rouen, avec une gare nouvelle à Rouen, et de Paris jusqu'à Bernay-Lisieux à déterminer. Les études sont lancées, et depuis ça, étape par étape, on est sur un processus de rétraction progressive. C'est-à-dire, vu les difficultés de financement, à chaque enquête, à chaque processus de négociation, on abandonne des tronçons. Et aujourd'hui, le projet LNPN, en phase prioritaire, se limite à 2 sections. Une section Paris-Mantes et une section Rouen, nouvelle gare de Rouen, jusqu'à Yvetot, si vous voulez, même Barentin. Alors Paris-Mantes, c'est vraiment, et c'est ce que vous m'expliquez quand on a préparé cet entretien, Oui. c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le trajet Paris-Le Havre est plus long que dans les années 70, Tout à fait. puisqu'il y a une densification en Île-de-France et des trains normands qui sont obligés de se caler sur le rythme des trains franciliens. Voilà, exactement. On a eu une politique de la région Île-de-France de développement des trains de banlieue très volontariste. Prolongement du RER A sur
Cergy-Pontoise, puis sur Poissy qui est sur la ligne Paris-Mantes, hein, donc sur Paris-Le Havre. Hein, quand vous prenez Paris-Le Havre, vous passez par Poissy. Il y a eu actuellement, il y a le prolongement d'Éole, qui est une ligne souterraine dans Paris qui vient de la banlieue est et qui a été prolongée jusqu'à la Défense et va être prolongée jusqu'à Mantes, et pour lequel les trains, donc Île-de-France, vont cohabiter avec les trains Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg, qui sont en tronc commun sur cette ligne Paris-Mantes. Or, la section Paris-Mantes est très hétéroclite, techniquement, et en termes de capacité de nombre de trains qui peuvent y circuler. On a des sections à 4 voies. Sur ces sections à 4 voies, on sépare les trains Île-de-France des autres trains, dans des trains normands, donc c'est assez simple. Mais on a aussi des sections à 3 voies, simplement, et des sections, pire encore, à seulement 2 voies. Et sur les sections à 2 voies, pour faire passer le maximum de trains, parce que la région Île-de-France, avec l'accord de l'État et la SNCF, a densifié des dessertes au quart d'heure en heure de pointe et à la demi-heure en heure creuse, eh bien, les capacités sont saturées. Et pour utiliser au maximum les capacités, vous ralentissez les trains grande ligne. Parce que la capacité d'un train, d'une ligne, sur une infrastructure ferroviaire, c'est un train toutes les 2 à 3 minutes, à peu près. On est avec le système de signalisation. Si tous les trains sont lents, pas de problème. Les trains se suivent, se succèdent. Si tous les trains sont rapides, pas de problème non plus. Tous les trains se succèdent. Mais si vous avez un train rapide au milieu de trains lents, eh bien, quand vous lancez le train rapide, il va immanquablement rattraper les trains lents qui sont devant. Et donc, vous avez 2 solutions. Hein. Soit vous supprimez les trains lents pour laisser du champ au train rapide, soit vous ralentissez le train rapide qui suivent les trains lents. Et bien, cette politique-là, c'est celle que la SNCF a mise en place au fil des ans sur Paris-Rouen-Le Havre. Et voilà pourquoi vous mettez aujourd'hui plus de 2 heures pour faire Paris-Rouen-Le Havre au lieu d'1h45 en 1970. Quand ils sont à l'heure et quand il n'y a pas d'incident de signalisation ou d'alimentation électrique. C'est ça qu'on appelle les sillons ? Oui, un sillon, absolument. Hein. Contrairement, sur une voirie automobile, vous n'avez pas de régulation du trafic, sauf exception. Chacun pénètre sur la voirie et la régulation se fait par les distances que le conducteur lui-même apporte. Sur une voie ferrée, tout est prévu à l'avance. Donc tel train va être sur tel sillon à telle heure, il entre à telle heure sur la ligne, il va en sortir à telle heure avec telle vitesse, etc. Donc tout est programmé à l'avance et on sait le nombre de trains qu'il va y avoir et comment ils vont se comporter. LNPN, vous l'avez dit, donc les ambitions étaient revues à la baisse. En revanche, elles restent quand même dans l'actualité, dans le calendrier. Oui. Dans quel calendrier ? Quels sont vos pronostics pour cette future LNPN ? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Peut-être bien dans les années 30 ou peut-être bien beaucoup plus tard. La réponse que je serais tenté de faire, au-delà de cette réponse Normand, évidemment très facile, hein, c'est de dire la ligne sera construite quand on aura trouvé 5 milliards d'euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Acheter Études Normandes à 9,90 € pour contribuer. Le projet réduit auquel j'ai fait allusion, hein, de simplement Paris-Mantes, la gare nouvelle de Rouen et le prolongement Rouen-Barentin, c'est environ 5 milliards d'euros. Plus de 3 milliards pour Paris-Mantes, parce qu'on est en milieu urbain, avec un enjeu et un débat actuel, justement, qui ralentit d'ailleurs les décisions, puisque l'Île-de-France est à reculons sur ce dossier. Hein, c'est la mise en souterrain intégrale de la ligne Paris-Mantes, alors qu'il y a seulement une partie de la ligne qui est prévue en souterrain. Même débat sur Rouen-Barentin. Hein, la gare de Saint-Sever de Rouen, il faut franchir la Seine en souterrain. Ensuite, on a le plateau de Canteleu, pour ceux qui connaissent Rouen, donc prolongement en souterrain, et on émerge progressivement sur le plateau du Pays de Caux. Sauf que les riverains qui verront passer éventuellement les trains de Paris-Rouen-Le Havre sur la NPN disent nous aussi on veut du souterrain comme en région parisienne. Donc c'est au moins 3 milliards de lignes nouvelles pour Paris-Mantes et au moins 2 milliards pour Rouen-Barentin. Donc, actuellement, ne sont financées que des études et des enquêtes publiques. Aucun engagement, ni de la SNCF, ni de l'État, ni de la région Normandie, ni de la région Île-de-France, ni des départements concernés, ni des collectivités métropolitaines, de mettre un copec. Actuellement, aucun engagement pour la NPN. Donc le problème du financement est absolument entier.
Il nous manque quelques milliards. C'est peut-être l'actualité internationale qui va nous sauver avec l'élection de Trump et le retour d'Elon Musk. On a parlé d'un Hyperloop qui nous permettrait de rejoindre Paris en 17 minutes. Oui, c'est ça, oui. On en est où de ce projet ? Ouais, c'est comme pour l'aérotrain, hein, c'est le projet miraculeux, révolutionnaire, instantané et gratuit et qui a toutes les qualités, hein, et qui, comme un mirage saharien dans le désert, recule au fur et à mesure qu'on avance. Hein, c'est une vue de l'esprit. Hein, l'Hyperloop a été annoncé aussi à peu près partout, en France, au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique, en Californie, partout, avec des vitesses absolument faramineuses, 1000 km/h, des capacités sur lesquelles on est très dubitatif d'ailleurs, parce que pour lancer un petit bolide à 1000 km/h, vous avez des problèmes techniques, bon, enfin, toute une série de problèmes techniques qui ne sont pas résolus. Depuis que c'est lancé, c'était annoncé pareil dans des calendriers aussi mirobolants que celui de 2009. Rien ne sort concrètement. Donc certains ont dit que c'était un hyperloopé. Belle conclusion. Merci beaucoup. Peut-être certains d'entre vous ont des questions à poser ou faire partager leur expérience ici. Moi, j'ai une remarque sur l'Hyperloop pour plutôt humoristique, c'est que on s'était beaucoup aussi moqué d'Elon Musk quand il avait dit qu'il allait envoyer des fusées. Aujourd'hui, il fait 250 lancements par an, c'est-à-dire à peu près 100 fois plus qu'Ariane. Bon, c'est pas le même sujet, on est d'accord. Mais pour autant, même ma question, moi j'ai entendu dire, alors justement, c'est pour décrypter peut-être une fake news, que si effectivement la nouvelle ligne entre guillemets entre Paris et Mantes a autant tardé à être construite, c'était en partie pour des raisons politiques, une rivalité qu'il y avait à l'époque entre Martine Aubry et Laurent Fabius, qui faisait que si tout à coup Rouen se retrouvait à 30 minutes de Paris, Lille, qui du coup est aujourd'hui à 1 heure de Paris, allait se retrouver trop fortement concurrencée. Alors est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Alors, je ne suis pas en mesure de vous répondre de façon formelle sur cette question-là. Ma réponse, c'est plutôt non, et je vais vous dire pourquoi. D'une part, parce que le TGV Nord a été décidé assez rapidement. Donc, chronologiquement, c'est TGV Sud-Est, 81-83, en 2 étapes. TGV Atlantique, 89-90, en 2 étapes. Hein, Le Mans, 89, Tours, 90. Et ensuite, le TGV Nord. TGV Nord lié au tunnel sous la Manche. Et la décision, c'est Mauroy. Hein. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu de problème de rivalité entre le Nord et l'Est, et la Normandie plutôt, pardon. Je pensais au TGV, c'est pour ça. Là, il y avait un problème avec le Nord un peu. Pour la raison suivante, c'est que d'emblée, lorsque le schéma national des lignes TGV a été élaboré en 89-90, les études ont montré que le projet de ligne nouvelle à très grande vitesse de Normand n'était pas rentable. Des 16 projets, j'en parle dans l'article précisément, des 16 projets de TGV qui étaient dans le schéma national de très grande vitesse de 1991, le projet normand était le moins rentable, à la fois pour la SNCF en termes financiers et pour la collectivité en termes économiques. Et ça, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire trop coûteux par rapport au potentiel démographique et au gain de trafic à reprendre à l'avion, puisqu'il n'y avait pas de liaison aérienne. Paris-Rouen, Paris-Le Havre, Paris-Cherbourg, Paris-Caen à reprendre. Donc rien à gagner au détriment de l'avion. Donc aucune rentabilité. Et c'est donc pas cette question-là. Et je serais même tenté de dire inversement, si le projet n'a pas avancé, parce qu'il était purement fictif. Il était fictif. C'était une annonce politique de Fabius. Voilà. Comme ça a été une annonce politique de Sarkozy. D'autres questions ? Profitez-en, ici. Oui, merci, bonjour.
On a assez régulièrement évoqué une discorde entre la région Normandie et la région Île-de-France à propos d'un fameux saut de mouton. Est-ce que ce que vous venez d'annoncer à propos d'une ligne enterrée fait que ce n'est plus vrai ou c'est toujours d'actualité? Oui, alors, oui, ça permet, tout à fait, très bonne question, merci de l'avoir posée. Ça permet d'aborder un autre aspect du problème ferroviaire que rencontre Paris-Rouen-Le Havre. Ce qui est retenu dans le projet de la phase 1 de la ligne nouvelle Paris-Normandie LNPN, c'est ce que j'ai indiqué, et en plus, un saut de mouton à l'entrée de la gare Saint-Lazare, qui est complémentaire de la ligne nouvelle Paris-Mantes. Donc vous avez deux choses. Hein. La ligne nouvelle Paris-Mantes ne prendra effet, grosso modo, qu'à partir du niveau de la Défense. Jusqu'à la Défense, de Paris à la Défense, on restera sur la ligne ancienne. Et sur la section à ligne nouvelle parcourable à 200-250 km/h, elle n'entrera que, grosso modo, au niveau de la Défense. Hein. Par contre, il y a un projet de création de saut de mouton à l'entrée de la gare de Paris-Saint-Lazare. Pourquoi? À cause d'un deuxième problème lié à Paris-Rouen-Le Havre. C'est la longueur maximale des trains. Vous avez deux gares qui limitent la longueur des trains sur Paris-Rouen-Le Havre. La gare de Rouen, tout d'abord, que vous connaissez bien, enterrée entre deux tunnels, hein, et qui limite la longueur des trains à 11 voitures. On ne peut pas aller au-delà de 11 voitures, alors que sur des trains normaux, vous pouvez monter à 18-20 voitures. Mais aussi la gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare a des quais de longueur insuffisante et inégale, selon l'endroit de la gare où vous vous trouvez. Hein, ce qu'on appelle, si vous êtes sur la gauche vers Versailles, etc., vous avez des quais et courts. Et plus vous allez sur la droite, plus les quais sont longs du fait de la configuration du site de la gare Saint-Lazare, qui a été plusieurs fois modernisé, plusieurs fois agrandi. Hein. C'est un bâtiment très hétéroclite depuis 1840 ou 30 même, parce que c'était le Paris Saint-Germain, avant même le Paris-Rouen-Le Havre. Il y a eu toute une série d'agglomérations. Or, il se trouve que les voies les plus longues sont sur l'extrême droite. Et l'arrivée des lignes sur la gare Saint-Lazare fait que Paris-Rouen-Le Havre, de Mantes à Paris par Roissy, se trouve légèrement plus à gauche. Et donc, si l'on veut augmenter les capacités des trains, en profitant de la nouvelle gare de Rouen qui permettra d'augmenter un peu la longueur des trains, il faut que les trains de Paris-Saint-Lazare, du Havre et de Rouen vers Paris-Saint-Lazare basculent sur la partie la plus à droite de la gare Saint-Lazare. Il faut donc cisailler les voies qui viennent et de Paris-Mantes par Conflans-Sainte-Honorine, Argenteuil, Conflans-Sainte-Honorine, et une autre ligne de banlieue qui arrive et qui passe dessous. Donc la ligne Paris-Mantes est un peu au milieu quand vous regardez, quand vous êtes un train. Vous n'êtes pas sur le côté, dans le sens vers Paris, plus à gauche. Vous êtes en fait légèrement décalé sur la droite et vous tombez sur des quais qui sont trop courts. Et donc le saut de mouton a été retenu uniquement pour pouvoir profiter, avec la nouvelle gare de Rouen-Saint-Sever, d'allonger un peu les trains. Mais qui reste toujours limité parce que la gare Saint-Lazare est trop limitée et ce sera la gare Saint-Lazare qui limitera la longueur des trains une fois que l'obstacle de Rouen-Rive Droite aura été surmonté par la gare de Rouen-Saint-Sever. Et sauf que alors comme j'en profite pour ajouter, répondre, le problème effectivement c'est que c'est sur Paris-Mantes que sont les problèmes et les insuffisances de Paris-Rouen-Le Havre. Or, Paris-Mantes, c'est le territoire de l'Île-de-France. Donc la décision sur Paris-Mantes dépend forcément d'une décision de l'Île-de-France à travers Île-de-France Mobilité, IDFM, dans lequel l'État, en plus, a une place très importante, puisque c'est la seule autorité organisatrice française où l'État est présent dans le financement du transport urbain, contrairement à Rouen et contrairement au Havre, contrairement dans toutes les villes provinciales françaises. Donc, la solution du problème de la Normandie, elle se trouve en Île-de-France et elle passe par une négociation avec l'Île-de-France. Or, les relations entre l'Île-de-France et Normandie sont mauvaises. Bonjour. On a à un moment donné dit aussi qu'une des solutions, ce serait que les trains s'arrêtent à la Défense. Oui,
Alors c'est une occasion qui a été un peu perdue, qui était délicate et difficile. Cet arrêt de la Défense a été envisagé, y compris dans les premiers projets de LNPN, pour revenir donc ligne nouvelle Paris-Normandie à partir de 2010. La gare de la Défense était sur le papier une très très bonne idée. Il est évident que d'une part, c'est une destination importante. Les gens souhaitent aller en cœur de Paris, mais aussi à la Défense. La preuve, c'est qu'on voit qu'il y a des pertes de parts de marché du rail, parce que pour aller à la Défense, il faut commencer par aller Saint-Lazare et puis revenir en arrière. Donc il y a un gain de temps potentiel important. Donc l'arrêt de la Défense était très intéressant commercialement, potentiellement. Et en plus, il permettait une diffusion très, très bonne, à travers l'éventail de la desserte de la Défense. Bon, le problème est que le sous-sol de la Défense est très très complexe, et donc l'implantation d'une gare à la Défense n'était pas évidente et de toute façon, quelle que soit la solution, coûteuse. Et les emplacements n'étaient pas faciles à trouver pour établir une bonne connexion précisément entre la ligne nouvelle, la future gare normande, disons, pourrait-on dire, et le réseau RER. Ça, c'est le premier point. Ça n'a pas été retenu et abandonné finalement. Ça se discute parce que ça aurait été coûteux, mais d'un autre côté, il y avait un gain important. Là, l'option a été faite, a été prise tardivement. Au moment où le choix a dû être fait par la nouvelle région normande, c'est-à-dire vers 2016, donc jusqu'en 2015, 2 régions normandes, Haute et Basse Normandie, ce qui a péjoré énormément le projet d'amélioration des liaisons ferroviaires, parce que chacun n'a pas joué collectif. Il n'y a pas eu une union sacrée des 2 régions normandes pour imposer à l'État, à la SNCF, à l'Île-de-France, un certain nombre de compromis qui préservaient les intérêts normands. Tandis qu'entre Haute et Basse-Bretagne, il n'y a qu'une seule région, et puis c'est les Bretons. Donc si les Normands avaient eu le comportement des Bretons, vous auriez aujourd'hui une ligne à vitesse, à 200 km/h de Paris à Rouen. Toujours les Bretons. Oui, la comparaison est éclairante, malheureusement. Et donc, au moment où la région a fusionné, la nouvelle direction a eu à trancher, et c'était pratiquement trop tard. Il y avait un certain nombre d'options qui avaient été prises, notamment liées à l'arrivée des halls. Donc là encore, une décision prise par Île-de-France, dans l'intérêt d'Île-de-France, avec la complicité de l'État et de la SNCF, qui manifestement croyaient beaucoup plus à la capacité financière et à l'intérêt d'améliorer les dessertes dans le territoire francilien, et ne croyaient pas au volontarisme ou à la motivation profonde des élus normands. Et donc chaque fois la décision est prise dans l'intérêt d'Île-de-France, en laissant de côté les intérêts normands, qui ne réagissent pas et ne tapent pas du poing sur la table. Une autre question, une ou deux, avant de passer à côté, s'il y en a, où tout est clair pour vous. Pour moi, ça l'est, en tous les cas. Merci beaucoup, Pierre-Henri, pour cet éclairage, ce petit voyage dans la complexité ferroviaire normande. Oui, je peux peut-être ajouter quelque chose, bien sûr, si vous voulez. Sur une note plutôt positive, quand même, et dire est-ce qu'il y a une solution à terme ? Oui, il y a une solution à terme. Il y a une solution à terme. Il faut se focaliser sur le tronçon Paris-Mantes, comme je l'ai indiqué. Et il faut que la priorité soit non pas la vitesse, mais la fréquence. Et la vitesse mise au service de la fréquence. C'est-à-dire la politique que les Suisses ont suivie. Les Suisses ont un réseau de villes à courte distance de taille moyenne. Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Bâle. Et il n'y a pas de liaison aérienne intérieure. Et donc, ils ont joué la carte de la réduction des temps de parcours pour permettre l'instauration d'une desserte cadencée à l'heure entre chacune des métropoles suisses. Donc l'important, c'est d'abaisser les temps de parcours pour faire Paris-Le Havre en 1h30 à peu près. On a fait 1h45 en 70. Si on fait certaines sections de Paris-Mantes à 200-250 km/h,
si on améliore ponctuellement certaines sections de Mantes à Rouen, et si on passe à 220 km/h la section Motteville-Beuzeville, on doit pouvoir viser 1h30 de Paris au Havre, et surtout descendre nettement en dessous de l'heure de Paris à Rouen. Et donc, si vous avez une desserte cadencée horaire, vous vous servez de Rouen comme un pivot, les trains se rejoignent à Rouen, en direct et en semi-direct, et le train partant de Paris est là pour le rendez-vous horaire suivant à Rouen et pour repartir ensuite. Donc vous pouvez faire tourner le matériel de façon rapide, parce que si vous mettez 1h10, eh bien, si la desserte cadencée est horaire, le train arrive trop tard par rapport au rendez-vous horaire suivant. Si vous êtes à 45-50 minutes, il arrive pile pour le rendez-vous horaire suivant. Donc l'enjeu, allez voir la politique suisse entre Zurich et Berne. Ils ont construit une section de ligne nouvelle uniquement pour faire passer Zurich-Berne à moins d'1 heure. Et ce qu'il faut faire pour la Normandie, c'est une application de la politique suisse d'amélioration fondée sur vitesse, fréquence, régularité. Ah, une dernière question, bonus. Oui, excusez-moi, mais vos propos m'ont amené une autre réflexion. En fait, on parle là du transport de voyageurs. Qu'en est-il du fret ? Alors là aussi, c'est un sujet qui fâche. Donc on a des parts de marché, mais c'est pas propre à la Normandie. Voilà, si ça peut vous rassurer. Il y a des facteurs propres à la Normandie, mais il y a des facteurs généraux. Donc grosso modo, on a une part de marché du fret qui est déclinante, malgré l'ouverture à la concurrence. Et en particulier dans les acheminements de l'hinterland portuaire. Le fer n'arrive pas à reconquérir des parts de marché dans l'acheminement, le pré- ou post-acheminement des containers maritimes. Contrairement à ce qui se passe en Hollande, en Belgique, Anvers, Rotterdam, et encore plus dans les ports allemands, où la part de marché du fer peut être supérieure à 50%. Donc, pourquoi ? Alors, d'abord, des raisons propres à la Normandie, c'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve justement le côté pionnier qui se retourne contre la ligne, construite par des Anglais, j'ai indiqué, mais avec le choix de gabarit anglais. Plus étroit que le gabarit continental. Traditionnellement, le gabarit anglais était inférieur, donc quand on voulait faire des trains, même du temps des ferries, il fallait prendre des gabarits pour aussi bien les voitures que pour les wagons marchandises, plus étroits. Et donc les Anglais ont appliqué au tunnel de la ligne Paris-Rouen-Le Havre un gabarit étroit. Et donc ce qui a interdit de poser les conteneurs sur des wagons plats ordinaires. Donc il a fallu dans un premier temps dire si on n'a pas une part de marché importante pour les conteneurs, c'est à cause des tunnels. Bon, qu'à cela ne tienne, la SNCF a tendu sa CBI, t'as pas 100 balles. Et donc on a mis au gabarit des transconteneurs les tunnels. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, pas grand-chose. Il n'y a pas eu de gain de part de marché parce qu'on avait oublié qu'il y avait un deuxième problème. C'était que les trains, quand ils arrivaient en région parisienne, c'était se trouver, ils sont encore plus lents que les express, mais là ils sont trop lents. Et donc il n'y avait pas de capacité pour les trains marchandises. Et donc l'idée, ça a été de dire si on ne regagne pas des parts de marché, c'est parce qu'on est sur une ligne congestionnée entre Rouen et Paris, et singulièrement entre Mantes et Paris, même si on a un deuxième itinéraire par Conflans-Sainte-Honorine. Et là encore, t'as pas 100 balles ? On a une solution, on va rouvrir Motteville-Saint-Valery, Motteville-Serqueux, et pour que les trains qui vont vers le nord et l'est ne passent plus par Paris, et puis puissent contourner, aller directement dans l'hinterland du Havre sans passer par Paris. Bon, alors on a fait Motteville-Saint-Valery, on a reconstruit, c'était une ligne qui était semi-abandonnée. On l'a électrifié et on a vu 6 à 10 trains par jour à peu près vers le nord et l'est. Et toujours pas de train vers Paris, puisque au-delà de Serqueux, il n'y avait rien, il n'y avait plus de Paris-Dieppe. Donc, oui, il faudrait rouvrir aussi Serqueux-Pontoise. T'as pas 100 balles ? Alors, c'était plus des francs, c'était des euros. Mais c'était toujours des millions. Donc, on a réouvert Serqueux-Dieppe, non électrifié et sans rétablir le raccordement direct à Serqueux. Toujours pas de train. Donc on a de nouveau fait le tour de table pour électrifier et construire un raccordement direct à Serqueux. Et puis on n'a toujours pas de train, parce que si le problème normand est réglé maintenant,
eh bien, on se trouve, comme pour les voyageurs, avec un autre problème, c'est que toujours dans l'Île-de-France, une fois que les trains arrivent à Pontoise, ils se heurtent au mur des dessertes de banlieue. Et il y a une insuffisance de capacité. Et puis, il y a le problème général qui est que le fret ferroviaire n'est pas compétitif parce qu'il n'est pas suffisamment régulier. Il n'est pas suffisamment régulier parce qu'il y a trop de grèves, d'une part, et que l'exploitation par SNCF Réseau est trop rigide. Dans une époque où il y a de zéro stock, où tout se fait au jour le jour, etc., il faut réserver son sillon de 1 à 2 ans à l'avance, en prenant en plus un engagement de faire circuler un train tous les X temps, etc. Et vous payez en plus. Vous payez pour le droit d'affectation des sillons, vous payez pour la réservation, vous payez à la circulation. Vous payez tout le temps. Bon. Donc c'est beaucoup trop rigide. C'est-à-dire la gestion de l'infrastructure par SNCF Réseau est inadaptée aux exigences contemporaines de souplesse d'exploitation du fret. Et donc la route est imbattable. Sans parler de vous faites l'essai, puis vous tombez sur une grève, parce qu'il y a la loi El Khomri, parce qu'il y a la réforme de la SNCF, parce qu'il y a la loi sur les retraites. Bon, quand vous avez 3 semaines sans acheminement, avec zéro stock, vous avez compris, vous revenez à la route et c'est terminé. Donc, pour résumer, on a réglé des conditions nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Les autres conditions nécessaires ne sont pas réglées, sont en suspens. Je vous propose de poursuivre la conversation à côté, en mangeant un morceau, de manière informelle. Je vous remercie encore pour votre présence et cet entretien très intéressant. Merci à tous d'être venus et on vous tient au courant pour le prochain dès jeudi. Merci.